Cet épisode aborde le deuil périnatal, l'interruption médicale de grossesse et la fausse couche. Il est donc à écouter avec prudence, dans les meilleures conditions possibles pour vous. Bonjour à tous et bienvenue à Vicky. Bonjour. Alors Vicky, tu es venue aujourd'hui nous raconter un petit peu ton parcours et la venue au monde de tes 3 enfants. Je me permets de dire 3 parce que j'inclus ta première grossesse qui s'est déroulée dans des conditions un petit peu particulières parce que tu as appris en début de... fin de troisième trimestre que ton bébé il avait une trisomie 9, mais tu nous en parlera un petit peu après, et puis la naissance de tes 2 filles que tu as eues après. Oui. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Vicky, j'ai 31 ans, j'étais professeure de français, puis professeure d'ULIS, et j'ai arrêté de travailler lorsque j'ai eu mes 2 filles. Donc ma première fille est née et 14 mois, elles ont 14 mois d'écart, mes 2 filles. Donc après j'ai eu la deuxième et j'ai décidé d'arrêter de travailler pour m'occuper d'elles. Et aujourd'hui, je vais rebosser, je me mets à mon compte, j'ouvre une roulotte. Voilà. Bah parfait. Où est-ce qu'on peut retrouver ta roulotte? J'en profite pour te demander. Alors, elle sera au village de Païta. On ouvre dans un mois. Trop bien. Et ça s'appelle comment? Chef Kali. Chef Kali. Bah écoute, parfait. Donc, comment est-ce que déjà tu rencontres ton chéri? Alors, c'est une rencontre assez rigolote, on va dire. Je le rencontre sur un parking, après une soirée sur Lansvata. Et voilà, on se rencontre par hasard. J'avais un ami qui conduisait la voiture et lui connaissait cet ami. Donc, il a demandé à ce qu'on le ramène à sa voiture et il est monté à côté de moi. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Via un chauffeur Sam. Mais ok. Et donc vous vous mettez ensemble peu de temps après? Un peu de temps après, on se met ensemble. Et voilà, on apprend à se connaître. Tu étais encore étudiante? Non, je travaillais déjà. J'étais déjà, à ce moment-là, j'étais institut remplaçante. Ok. Voilà. Et donc, je m'installe avec lui quelques mois après. Et puis, ça, on s'est rencontrés en 2017. Donc, en 2018, on fait un voyage. On part tous les deux en Nouvelle-Zélande. On fait un road trip en Nouvelle-Zélande. Et quand on revient, j'apprends que je suis enceinte. Voilà. J'apprends que je suis enceinte et en fait, je crois que si je me rappelle bien, c'était le jour de la Saint-Valentin, donc le 14 février. Et je fais un test le matin parce que je me posais quand même des questions. Ouais, t'avais un retard. J'avais un retard, oui. Et je me sentais pas comme d'habitude. Donc je me dis, peut-être que c'est ça. Donc je fais un test de grossesse et c'était positif. Sur le coup, je panique un peu parce que c'était pas, c'était pas dans mon programme de tomber enceinte à 23 ans. Et je voulais attendre un petit peu, surtout être un peu plus longtemps que ça avec mon chéri, parce que ça faisait que quelques mois qu'on était ensemble. Mais c'était déjà très fort, nous deux. Quand je l'ai rencontré, je savais que c'était lui, quoi. Mais bon, pas de là à faire tout de suite un enfant. Donc, je l'appelle, il était parti au travail. Je lui dis, reviens s'il te plaît, j'ai quelque chose à te dire. Donc, il arrive, on habitait en appartement. Donc, il arrive et puis il me dit, oui, qu'est-ce qui se passe, ça va? Puis je lui dis, voilà, je lui montre le test de grossesse. Et là, il était tout content, hein. Il me dit, super. Enfin, voilà. Et moi, j'étais un petit peu chamboulée, paniquée, mais contente aussi. Voilà. Et donc après ça, voilà. Donc c'est un bébé pas prévu sur l'agenda, mais bien accueilli. Bien Vous étiez accueilli quand contents même. tous les deux. Vous Oui. n'êtes pas posé la question d'une IVG, quoi. Non, 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 pas sur le coup. Voilà. On s'est dit, bon, ça arrive par hasard, mais bon, c'est bien, c'est bien accueilli. Voilà.
un soir, je me sentais pas bien pendant les premières semaines où j'étais enceinte. J'ai fait une crise d'asthme, alors que je suis pas asthmatique, mais là, j'ai fait une crise d'asthme. Donc, mon chéri m'emmène à l'hôpital. Et arrivé là-bas, ils me mettent sous aérosol. Donc, je précise que je suis enceinte au cas où. Et on m'a fait une échographie pour vérifier que tout allait bien. Comme j'avais fait une crise d'asthme et je me sentais pas bien. Et donc, ils me font l'échographie et ils me montrent. Bon, c'était encore au stade d'œuf. Mais je me rappelle que déjà, c'est là que j'ai vraiment pris conscience que oui, j'étais vraiment enceinte, que ça y est, on allait avoir un bébé. Donc voilà. Et donc après ça, je prends rendez-vous pour la première échographie de datation. Voilà. Après, je retourne avec ma gynéco pour l'échographie du premier trimestre. Et là, elle me dit, voilà, elle me montre bébé. Du coup, elle me dit, ah voilà, c'est un petit nounours. Oui, elle me disait que ça, il ressemblait à un nounours. Puis elle me dit, ah ben là, je peux vous dire que tout se passe bien, vous pouvez être rassurés. Normalement, quand on passe le troisième mois, ça y est, c'est bon, vous pouvez vous détendre, tout va bien se passer. Elle me dit ça. Donc j'étais contente, confiante. Et voilà, avec mon chéri, on commence à se projeter tout doucement. Et donc je retourne pour le 4e mois, l'échographie du 4e mois. Et ma gynéco, elle n'était pas là. Donc c'est sa remplaçante qui vient. Et elle m'installe. Ça faisait un petit moment qu'on attendait, c'était le matin. Et mon chéri il devait aller au travail. Donc il me dit, ah, je suis désolée, mais là, je ne peux plus attendre. Ça a duré un petit peu trop longtemps ce matin. Là, il faut vraiment que je parte au travail. Et je lui dis, oui, pas de souci, vas-y, je te montrerai l'échographie après, je te raconterai, il n'y a pas de souci. Du coup, il part. Donc elle m'installe, elle fait l'échographie. Et là, elle ne parle pas. Et je vois qu'elle fait une drôle de tête. Donc je lui demande, mais ça va ? Elle me répond pas. Et puis je lui redemande, est-ce que ça va ? Je commence à paniquer. Et elle me dit, je préfère être sûre, j'ai besoin d'un moment. Je fais d'accord. Mais à partir de cette phrase, je me souviens que j'avais l'impression que le monde s'écroulait, quoi. Et là, je dis plus rien. Je commence à paniquer. Et là, elle me dit, je suis désolée, je crois qu'il y a quelque chose de pas normal. Je dis d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et elle me dit, j'ai l'impression qu'il y a une malformation. Et là, je me dis d'accord, ok. Et elle me dit, je préfère demander l'avis un deuxième avis pour être sûre. D'accord ? Mais quand est-ce que je vais avoir un deuxième avis ? Elle me dit, là, il faut que je prenne un rendez-vous pour vous au Medipôle. Et de là, on verra, on en saura plus. Je dis ok, d'accord. Et c'est vrai, je me souviens qu'elle n'arrivait pas jusqu'au 4e mois à me faire une échographie par le ventre. En fait, c'était toujours par voie basse. Et donc, elle me dit, je prends le rendez-vous et puis je vous rappelle. Donc, rendez-vous pris une semaine après au Medipôle. Donc, j'y vais, mes parents m'accompagnent. J'avais demandé à mon chéri d'aller au travail, de ne pas venir parce que c'était déjà assez dur. Je n'avais pas envie de le voir et que ça soit encore plus dur. Donc, je lui ai dit, t'inquiète pas, je te raconterai de toute façon. Va au travail et voilà, on va être positif. Et du coup, on va au Medipôle. Et déjà, une semaine d'attente, c'était long. Donc, on attend encore, on attend dans la salle d'attente. Et là, j'ai la gynéco du Medipôle qui vient me voir. Et elle était très gentille, très douce. Elle me dit, viens, on va s'installer, je vais faire l'échographie. Donc, mon père, il dit à ma mère, va avec elle, moi, je vais attendre. Donc, on entre dans la salle. Et je me rappelle, c'était un grand écran collé au mur, comme quand on a la télé à l'hôpital. Et donc, elle me dit, je vais te faire l'échographie par voix basse.
Elle fait l'échographie et là, donc je vois le bébé sur grand écran. Et bon, ben, un court instant, je me sens bien parce que je vois bébé. Ben voilà, je me dis waouh. Et bon, ça a été assez court comme instant de douceur, puisqu'elle m'annonce que, ben oui, en effet, elle voit tout de suite qu'il y a une malformation. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils n'arrivaient pas à me faire une échographie par le ventre, parce que le bébé était trop petit par rapport à la norme. Donc elle me dit, je suis désolée, mais en effet, il y a une malformation du cœur. On voyait bien que le bébé, il avait des trous, en fait. Il avait des trous un peu partout sur le corps, c'était pas bien formé, les mains étaient atrophiées. Donc là, c'était assez dur. Et Tu veux dire, en fait, dans le cœur, dans les structures du cœur, il y avait ben des même ouvertures. dans le corps, il y avait des ouvertures. Ouais. Ok. Et ouais, on le voyait assez bien. Et là, elle me dit, je vais quand même demander un troisième avis. Et elle appelle un confrère. Bon, lui, il était un petit peu moins doux qu'elle. Il arrive, il n'a pas trop mis les formes. Il m'a dit, ah oui, en effet, il y a un problème. Il y a des trous partout. Les mains, on voit bien qu'elles sont atrophiées. Donc là, sur le coup, je me mets à pleurer parce que bah, c'était beaucoup d'un coup. Et C'est normal. voilà. Ma mère, elle se met à pleurer avec moi. On sort ensuite de la salle. La gynéco, elle me dit bah, prends un moment et après on parle de ce qu'on va faire par la suite. Donc ma mère, elle annonce à mon père, mes parents, ils me prennent dans leurs bras et ils me disent ah mais ça va aller. Enfin voilà. Donc après, j'essaye de me remettre un peu de tout ça. Je vais voir la gynéco et puis je lui dis ben qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et elle me dit ben une chose est sûre, c'est qu'il va falloir interrompre la grossesse parce que tu vas forcément accoucher d'un bébé mort-né avec de telles malformations. Oui, on t'annonce que ton bébé, il n'est pas ce qu'on appelle, enfin, ce que les médecins appellent viable, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, je lui dis OK, d'accord. Et elle me dit bah, je vais m'occuper de ça, je vais te prendre un rendez-vous. Et par contre, bah, tu as deux possibilités pour interrompre la grossesse. C'est soit on fait une IMG, ou soit on fait un accouchement par voie basse. Et, En fait, c'est forcément une IMG, interruption médicale de grossesse, mais il te proposait de le faire en étant endormi Oui, ou voilà. en étant anesthésié comme un accouchement normal, ça. quoi. Enfin, consciente de ce Oui. qui se passe. Parce que j'imagine, tu me corriges si je me trompe, mais tu étais dans un stade où les deux options étaient possibles. Oui, Voilà. c'est ça. Ce qui n'est pas forcément le cas quand après il y a des interruptions médicales de grossesse, donc IMG plus tardivement dans la grossesse. Oui. Voilà. Voilà. Mais dans les deux cas, en tout cas, ça s'appelle une IMG si tu as dépassé le stade, tu sais, légal de l'IVG, qui est l'interruption volontaire de grossesse. Là, c'est pour des raisons médicales. Oui. Donc, en fait, l'IMG t'est proposé par rapport aux malformations de bébé. Après, c'est jamais une obligation. En fait, c'est quelque chose qui est proposé. J'imagine qu'elle a dû t'expliquer comme ça. Oui. Et que tu acceptes ou non. C'est ça. Voilà. Oui. Donc oui, j'ai dû signer des formulaires de consentement. Donc voilà. Et je crois que... Je me permets de dire que tu acceptes ou non. Après, c'est souvent aussi un non-choix. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que... Enfin... C'est vrai qu'on te demande, donc c'est une décision qui est difficile à prendre, en tout cas pour certaines personnes. Mais parfois, c'est-à-dire que, tu vois, par exemple, dans le cas de ton bébé, bon, ouais, tu sais que quoi qu'il arrive, en fait, il n'arrivera pas c'est ça. À terme, quoi, donc ni vivant, donc c'est un peu... Une évidence, oui. Ouais, ça dépend des personnes. Mais parfois, c'est dur de devoir prendre la décision. Oui, oui, oui. Et... bah, en plus, là, à ce moment-là, comme le bébé était mal formé, en fait, ils n'avaient pas bien, du coup, daté la grossesse. Mais j'étais déjà à 4 mois, j'allais presque aller au 5e mois, en fait, attaquer le 5e mois. Donc voilà, et bah, forcément que c'est dur à ce moment-là d'entendre ça parce qu'on est quand même à un stade avancé dans la grossesse. Du coup, j'ai choisi l'option d'être endormie, de pas accoucher, de pas voir. Et donc, ils m'ont enlevé le bébé. Et
Et j'avais demandé aussi une amyosynthèse. Donc, ils prélèvent le liquide amniotique pour savoir d'où vient le problème. Voilà. Et donc, suite à ça, elle m'a pris un rendez-vous, donc peut-être une semaine après, au Medipol. Et je devais entrer pour pour arrêter ma grossesse. Donc une semaine après, alors quelques jours, 1 ou 2 jours avant d'entrer au Medipol, je devais prendre un cachet qui arrête le cœur du bébé. Donc ça, c'était vraiment difficile, hein. Je me rappelle, j'étais chez moi et je me disais, il faut que je prenne le cachet. Et même si c'était la procédure, ça reste un acte très, très difficile à faire. Parce que pour moi, ça y est, je prenais la décision d'arrêter le cœur de mon bébé, quoi. Donc, je prends le cachet et 2 jours après, je vais au Medipol. Mes parents m'accompagnent, mon chéri m'accompagne. Et là, je vais à l'accueil, je dis, je viens pour mon IMG, je suis prévue depuis une semaine. Et la femme à l'accueil, elle me dit, oui, je cherche votre dossier. Donc elle cherche, elle trouve pas mon dossier et elle me dit, je suis désolée, là, c'est un petit peu compliqué en fait parce que c'est la grève des cliniques. Donc en fait, les cliniques étaient en grève et tout le monde, toutes les urgences étaient rapatriées au Medipol. Du coup, ils étaient un petit peu surchargés. Donc je dis ok, d'accord, je reste calme, j'attends. Elle me dit écoutez, là j'ai pas de chambre, je devais être au service grossesse à risque. Elle me dit là j'ai pas de chambre, je vais vous mettre en attendant en gynécologie. Je dis ok, pas de souci tant que j'ai une chambre. Et elle me dit ok, vous avez choisi donc de vous faire endormir, c'est ça? Je dis oui, oui. Donc on patiente avec mes parents, mon chéri. Et là, elle me dit, c'est une autre infirmière qui vient me voir et elle me dit, je vais vous donner un cachet. Et du coup, elle me donne un cachet et elle n'avait pas vérifié dans mon dossier, j'étais allergique au tramadol, donc le cachet était à base de ça et du coup, je fais une réaction allergique. Et elle me donne autre chose pour faire passer l'allergie. Je lui dis, mais pourquoi vous m'avez donné ce cachet? Elle me dit, c'est quand on va te poser les baguettes. Je dis, mais c'est quoi les baguettes? Et elle me dit, c'est pour quand tu vas accoucher. Je dis, mais moi, j'ai choisi l'IMG. L'IMG, j'ai choisi de me faire endormir. Et elle me dit, désolée, je me suis trompée. Je dis, bon, d'accord. Donc, elle m'avait un peu donné le cachet pour rien. Donc, ça reste comme ça. Et là, elle me dit, bon, on va monter, je vais t'installer dans ta chambre. D'accord. Donc, on m'installe donc en gynécologie. Je dis au revoir à mes parents, à mon chéri, parce que je devais dormir là-bas. Et le lendemain, on me faisait l'intervention. Donc, voilà, tout le monde part. Je reste dans la chambre. J'ai une infirmière, elle rentre, elle me dit, elle était un petit peu sèche. Je pense que c'était pas son service aussi. À cause de la grève des cliniques, elle a dû venir remplacer quelqu'un. Donc, elle arrive un petit peu énervée et elle me balance la blouse et elle me dit, demain, à 6h, il faut que tu sois baignée à la bétadine. Là, ce soir, à partir de minuit, t'es à jeun. Voilà. Je dis, d'accord, ok, bon. Elle part. Bon, le soir, je mange. À minuit, j'essaie de dormir. J'avais un petit peu du mal à dormir. Je stressais un peu. Et le lendemain, donc à 6h, je me baigne à la bétadine. Je mets ma blouse et j'attends qu'on vienne me voir. À 7h, 7h30, j'ai une infirmière qui vient et elle me donne des ovules. Et 2 ovules. Et elle me dit, tu vas mettre les ovules. En fait, on les met pareil, par voie basse. Oui, pour commencer à préparer, j'imagine, ton col pour l'intervention. Voilà. J'imagine. Oui, c'est ça. Elle me dit, voilà, tu mets les ovules et après,
ton col va commencer à se dilater et ton accouchement va se déclencher. Et 30 minutes après, on te rentre au bloc et voilà, on t'avorte, en gros. Je dis d'accord, ok. Et donc, je prends les ovules à 7h30. Et donc, à 8h, j'étais censée entrer au bloc. Et bon, bah, j'attends. 8h, personne ne vient. Et je me souviens que je partageais ma chambre avec une fille qui était une amie d'enfance de mon chéri. Voilà, elle venait pour une autre intervention. Et elle me dit, mais ils n'étaient pas censés venir à 8h. Je dis, bah si, écoute, c'est pas grave, je vais attendre encore un peu. 8h30, toujours personne. Et je commence à avoir un petit peu mal. En fait, c'était des contractions. Donc, je commence à avoir mal. 9h, toujours personne. Et là, je commence à avoir hyper mal. Et l'amie de mon chéri qui partageait ma chambre, elle vient, elle me dit mais c'est pas possible, là ils étaient censés venir te chercher depuis 8h, tu vas pas rester comme ça. Alors elle appelle une infirmière, elle appelle l'infirmière pour moi et elle dit oui là c'est pas possible, elle commence à avoir mal, quand est-ce qu'elle va rentrer au bloc? Et là ils nous disent, l'infirmière elle nous dit ben attendez, vous savez, c'est la grève des cliniques, c'est un peu compliqué, on a trop de monde au bloc, donc il faut encore patienter un petit peu. Et puis bon, l'amie, elle me regarde, elle me dit mais c'est pas possible, ok, c'est la grève des cliniques, mais quand même, toi t'as mal, ils t'ont déclenché. Je dis bah oui, bah écoute, de toute façon on peut que attendre. Donc on attend. Et 9h30, toujours personne. Là, j'ai super mal, j'en peux plus. Et en fait, j'appelle une infirmière. Il y avait presque personne dans le service. Elle vient pas. Je pense qu'ils étaient tous réquisitionnés un peu à droite et à gauche. Et la copine, elle me dit attends, non, mais respire. Elle me tient la main. Et c'est elle qui me dit vas-y, on va respirer ensemble. Franchement, elle a été adorable parce que c'est elle qui m'a vraiment aidée à surmonter ça. Puis quelque part, entre guillemets, heureusement qu'elle était là, que tu n'étais pas toute seule, parce que de savoir qu'elle connaît ton chéri depuis l'enfance, etc., c'était pas non plus une inconnue totale, alors même si tu l'as rencontré ce jour-là, en fait, avoir quelqu'un qui serrait la main dans ces moments-là, ça change tout quand même, quoi. C'est ça qui est bien en Calédonie, j'ai envie de dire, c'est quand on connaît toujours quelqu'un. Et là, c'est vrai. J'ai eu de la chance. Parfois, c'est un désavantage, mais le plus souvent, c'est quand même chouette. Oui. Et non, vraiment, elle a été formidable. Elle m'a tenu la main, elle m'a fait respirer. Et c'est vrai que rien que ça, déjà, ça allait mieux. Et ensuite, on vient la chercher parce qu'elle devait se faire opérer. Donc, on vient la chercher. Et bon, moi, j'avais encore très, très mal. Elle me dit vas-y, Vicky, tiens le coup, pense à nos exercices de respiration. Concentre-toi dessus et ça va aller. Vraiment un soleil, quoi. Ah oui, heureusement qu'elle a été là. Hein. C'est vraiment le mieux qui m'est arrivé, j'ai envie de dire, ce jour-là. C'était de l'avoir, quoi. D'avoir son soutien et sa présence. Donc après, il l'emmène. Moi, je reste. Et là, j'ai super mal. Et je me souviens que je mettais carrément des coups de pied dans le bas de mon lit parce que j'en pouvais plus, j'avais mal. Et là, j'ai une infirmière qui vient me voir et elle me dit ça va pas, madame? Je dis non, j'ai mal, j'ai des contractions depuis tout à l'heure, j'en peux plus, on vient pas me chercher. Et là, elle me dit attendez, je vais vous donner un Doliprane. Et je lui dis mais un Doliprane pour des contractions? Puis elle me dit non, mais vous allez voir, ça va aller mieux. Bon, forcément, le Doliprane m'avait rien fait. Elle revient, elle me dit non, je vais vous faire une perfusion. Alors, franchement, j'ai pas demandé ce qu'il y avait dans la perfusion. À ce stade-là, je voulais juste plus avoir mal. Donc, elle me fait une perfusion. Et là, vers 10h, 10h30 peut-être, c'était presque 10h30, je sens quelque chose qui descend d'un coup. Et là, les douleurs, elles commencent à s'estomper. Et elle revient me voir et elle me dit ah, ça va mieux, on dirait. Je lui dis oui, ça va mieux. Et elle me dit ça doit être grâce à la... Et là, elle ne savait plus trop quoi dire. Puis je lui dis qu'est-ce qui se passe? Puis elle me dit je peux voir votre bras? Donc elle regarde mon bras et en fait, elle m'avait mal perfusé. Donc en fait, ce qu'elle avait mis, ça s'écoulait même pas. Donc voilà.
Et elle me dit, bon ben, le principal, c'est que ça vous fait plus mal. Et là, à ce moment-là, il y a les brancardiers qui arrivent pour venir me chercher. Donc, ils me soulèvent de mon lit pour me mettre dans le brancard. Et là, il y avait une énorme mare de sang sous moi. Et je demande, mais qu'est-ce que c'est? Les brancardiers, les infirmières, ils se regardent. Ils me disent, ah non, c'est normal, vous inquiétez pas. Et là, ils me mettent sur le brancard et ben, on va direction au bloc. Et il était 11h quand je suis rentrée au bloc. Donc, on m'endort. Moi, je pose pas de questions. J'en avais juste marre. J'en pouvais plus. J'étais à bout. J'étais fatiguée. Et là, ben, ils m'endorment. Et ben, je me réveille en salle de réveil. Donc, ensuite, on vient me voir. On me ramène dans ma chambre. Donc, toujours en gynécologie parce que ben, il y avait toujours pas de place à cause de la grève dans le service grossesse à risque. Donc, je retourne en gynécologie. Et là, ben, je reste toute seule dans ma chambre. Donc, voilà, j'essaie de pas trop penser à ce qui vient de se passer. Et le soir, bon, bah, j'ai des visites et tout. J'ai ma famille qui vient me voir. Voilà, moi, je Tu leur en parles tout de suite de comment ça s'est passé le matin? Ou tu gardes pour toi au début? J'en ai juste parlé à mes parents et mon chéri, mais après, non, j'en ai pas parlé aux autres proches. Je sais que ma tante est venue, j'en ai pas parlé. Enfin, voilà, j'avais un petit peu du mal là. Je voulais pas me remémorer ce qui venait de se passer. Et le lendemain, donc je reste encore un soir à la clinique en surveillance, enfin au Medipôle. Et là, on vient me voir et on me dit, ah, on va te changer de salle pour la nuit. On va te changer de chambre. Parce que là, on a quelqu'un qui va arriver prendre ta place en service gynéco. Je suis d'accord. Donc, ils m'emmènent et ils me mettent au service maternité. Mon Dieu. Donc, je suis là où il y avait de la place, en fait. Hein. Je suis dans une chambre où il y a le petit lavabo pour baigner le bébé. Il y a la table allongée pour changer bébé. Enfin, voilà. Donc, Est-ce que t'entendais les bébés pleurer? Oui, parce que quand ils m'ont emmenée déjà jusqu'à cette chambre, je voyais toutes les mamans, des mamans qui venaient d'accoucher, qui avaient leur bébé dans les bras en fauteuil roulant. D'autres mamans, oui, qui calmaient leur bébé qui pleurait. Donc, ouais, c'était assez dur à ce moment-là. Et voilà, après d'arriver en plus dans une chambre où il y avait tout le nécessaire pour les voilà, bébés et mais toi, que moi j'avais pas de t'es bébé. toute seule. Voilà, c'était assez dur, oui. Évidemment. Surtout que ça venait de se passer. Enfin, c'est... Oui. Ouais, c'était pas facile. Et donc, j'arrive dans cette chambre. Et donc, voilà, j'essaye de dormir. Le lendemain, ma gynéco vient me voir, le lendemain matin. Elle vient me voir et je vois sa tête qu'elle était toute désolée, en fait. Et elle me dit, bonjour, Vicky, ça va? Je dis, non, je vais pas vous dire que ça va pas. Puis elle me dit, oui, justement, je viens pour te parler de l'intervention. Et elle me dit, comme tu sais, c'était la grève. J'ai fait, oui, je sais, la grève des cliniques. J'en avais juste marre d'entendre ça, en fait, la grève des cliniques. Et elle me dit, oui, mais voilà, du coup, moi, j'attendais au bloc, mais comme les informations circulaient pas bien, t'es arrivé beaucoup trop tard. Et en fait, j'ai rien eu à faire. Tu avais déjà accouché, en fait. Puis j'ai dit, oui, j'avais bien compris. J'ai senti à un moment que ça descendait, enfin j'ai senti quelque chose descendre, j'avais compris que le bébé, ça y est, il était sorti, enfin le bébé, le fœtus, qu'il était sorti. Et elle me dit, oui, j'ai juste eu à l'enlever, mais il était, elle me l'a dit pratiquement au bord, quoi. Hein. Donc voilà. Et elle me dit, je suis désolée que ce soit passé comme ça à cause de cette grève. Je dis, oui, d'accord, à cause de la grève, mais voilà... pourquoi m'avoir déclenché le matin alors que c'était la grève, quoi. Enfin, c'était un concours de mauvaises circonstances, voilà. Donc, Oui, c'est vrai que c'est quand même bien que tu le rappelles dans le sens où, en fait,
le protocole, normalement, c'est pas ça et Oui. que la plupart des soignants sont quand même dans la bienveillance et essaient que ça se passe au mieux. Et là, en fait, je pense que ça a été pour toi malchance sur malchance dans le sens où personne n'était dans son C'est service, ça. plus personne n'avait de place dans le service et du coup, en fait, ça, c'est une accumulation Mhm. de facteurs qui font que ben, tu as vécu quelque chose que tu n'aurais jamais dû vivre comme ça, en fait. Mhm. C'est ça. Et Mm. que, bah, effectivement, on peut mettre. Enfin, ok, c'était la grève des cliniques, mais il n'empêche qu'il n'y a aucune femme qui devrait vivre ce que tu as vécu ce jour-là, quoi. Enfin, Mhm. dans ces circonstances-là. Ouais. Mm. Et bah, suite à ça, elle me dit si tu veux, cet après-midi, il y a un psychologue qui va venir. J'ai dit non, non, là, je veux juste rentrer chez moi. Et voilà, j'ai appelé mon père, il va venir me chercher et je rentre chez moi. Donc voilà. T'as même pas attendu la décharge, toi, t'avais déjà appelé ton père et Ah oui, oui, c'était, tu rentrais je chez toi. voulais juste sortir de cet enfer et rentrer chez moi. Donc elle me dit d'accord. Donc voilà, après ben, je pars, je rentre donc chez moi. J'en parle pas, j'en parle à personne, juste à mes très très proches, mais c'est tout. Et donc, bon, bah, mon chéri, il était très triste, bah, déjà d'avoir appris que j'avais vécu ça de cette façon. Mais j'étais contente aussi que lui n'ait pas eu à vivre ça, quoi. Parce que c'était déjà assez dur pour moi. Donc, en plus de vivre ça à deux, je pense que ça aurait été encore plus compliqué. Donc, voilà. Et bon, bah, suite à ça, sans m'en rendre compte, j'ai fait une dépression. Voilà, je sortais pas de ma chambre. Je sortais, il était déjà, je crois, 13 heures. Je J'avais plus goût à rien. J'arrivais même plus à m'habiller. Voilà, j'étais en pyjama toute la journée. Je restais dans le noir. Bah, vraiment, ça allait pas. Et je pense que ce qui a été compliqué, bah, déjà, c'est que ça s'est passé de cette façon. Mais j'ai eu du mal, c'est que j'ai pas eu le corps de mon bébé pour faire mon deuil. Voilà, je pouvais pas le récupérer, c'était la procédure, c'était comme ça. Donc c'est dur de faire un deuil quand on n'a pas le corps, quoi. Donc j'ai décidé pour faire mon deuil d'écrire une lettre à mon bébé et j'ai enterré cette lettre. Voilà. Et ça m'a aidé en fait à passer à autre chose quelques mois plus tard. Et est-ce que c'est cette idée d'écrire une lettre et de l'enterrer en symbole pour ton bébé, c'est toi qui as eu l'idée ou c'est quelqu'un on t'a conseillé de faire ça ou c'est vraiment tu sentais que c'était un besoin et que du coup tu t'as écouté un peu ton instinct pour essayer Non, de te soulager, tu vois? oui, j'ai écouté mon instinct. Non, c'était mon idée. Puis comme en fait, bah déjà quand j'ai appris que j'étais enceinte, je parlais à mon bébé. Quand on a su qu'il y avait peut-être un problème, je continue de lui parler pour lui dire t'inquiète pas, enfin voilà, tu seras comme tu seras et puis moi ben je ferai ce qu'il faut et puis peu importe voilà, enfin, je comptais aimer ce bébé même s'il devait avoir un handicap ou quelque chose du genre. Voilà, quand j'ai dû arrêter son cœur, je lui ai parlé. Enfin, voilà, comme je lui parlais à chaque fois, j'avais besoin une fois de plus de lui parler et d'écrire cette lettre. Mm. Voilà. Et ça m'a beaucoup aidée. Donc avec mon chéri, on a été enterrer la lettre et voilà. Et bon, bah après, le temps a fait les choses. Mm. Hein, et, euh, et après ça, ça allait beaucoup mieux. Voilà. Donc après, bon, bah j'ai retravaillé pour penser à autre chose. Donc voilà. Et 2 ans plus tard, je suis retombée enceinte. Voilà. Encore une fois, c'était pas voulu, mais ça, bah voilà, c'était là. Bon, bah encore une fois, on était contents, mais j'étais quand même un peu Stressé. stressée parce que je savais pas si ça allait bien se passer ou voilà. Bah forcément, je pense que la première fois, ça m'a marqué, donc pour moi, à chaque fois, ça allait pas bien se passer. Mm. Et en effet, ça s'est pas bien passé parce que à 7 semaines de grossesse, j'ai fait une fausse couche.
Voilà. En fait, j'ai perdu du sang et en fait, c'est fou parce que c'était à la même date que la première fois que j'avais perdu mon... Ton bébé? Ouais. Enfin, qu'on m'avait annoncé qu'il y avait un problème. C'était à la même date. Donc, à voilà, 2 ans d'écart, même date. J'apprends que je suis en train de faire une fausse couche. Je perdais du sang. J'avais comme mes règles, en fait, hein. Donc, en plus, c'était en plein repas de famille. Enfin, un repas de famille, on avait un anniversaire ce jour-là. Donc, ma cousine, elle m'emmène à la clinique Magnin parce que, c'est pas pour mal parler du Medipol, hein. C'est juste que je pouvais plus. Je pouvais pas parce que d'aller au Medipol, ça m'a rappelé, en fait, ce qui s'était passé la première fois. Donc, j'ai fait un blocage là-dessus. Je voulais vraiment pas aller au Medipol. Oui, puis c'est personnel et encore une fois, tu as eu quand même cette présence d'esprit de te dire que ce qui t'est arrivé la première fois, tu as bien conscience que c'est pas ce qui arrive à tout le monde et que c'est pas les procédures entre guillemets classiques Oui, et qu'après, effectivement, le lieu, c'est pas un lieu où tu as envie de retourner. c'est ça. Et ça peut s'entendre. Et c'est comme il y a sûrement des mamans ou des personnes qui ont vécu en dehors du service de maternité des choses pas chouettes à la clinique qui du coup préfèrent s'orienter vers le Medipol. Mhm. Je pense que là, du coup, c'est des choix personnels C'est et ça. effectivement, on n'est pas là pour dire là c'est bien, là c'est pas bien, Non, etc. Pas du tout, du non, tout. c'est Quoi. vraiment Là, les c'est personnel, tu te circonstances. sentais plus à l'aise dans ce lieu qui était plus neutre pour toi. Oui, c'est ça. Et puis, en plus, déjà, là, j'ai 2 petites filles aujourd'hui et j'ai accouché à la maternité, enfin, je veux dire à Magnin, mais aussi parce que dans mon esprit, c'est déjà plus pour des bébés, quoi. Enfin, dans mon esprit, c'est plus, comment dire ça? Le Medipol, pour moi, c'est plus quand on est malade, alors que la clinique, c'est plus pour accoucher, en fait. Mais en tout cas, toi, tu te sentais plus à l'aise et c'est important de s'écouter, c'est hyper important de s'écouter, donc Mhm. clinique. Donc, elle m'emmène à la clinique. On arrive là-bas, voilà, j'ai une gynéco qui me voit. Donc, elle me dit, OK, on va faire Une une écho? échographie. Donc, elle me fait échographie. Et elle me dit, bon, là, tu vas aller faire des tests pour voir, en fait, si comment dire ça, si le taux de... Bêta, bêta HCG. Voilà, j'avais pas j'avais pas le terme. S'il était toujours bon. Et s'il baissait, ça voulait dire que j'étais en train de perdre le bébé. Donc elle me dit, tu vas faire les tests, sauf qu'on pourra avoir les résultats que lundi, parce qu'il faut laisser passer quelques jours quand on fait ce test. Et En fait, il me semble, je suis pas sûre de ce que je dis parce que je ne suis pas professionnelle de santé, mais qu'en fait, les taux, tu regardes l'évolution. c'est ça, Donc en fait, il faut plusieurs prises de sang pour voir si les voilà. taux évoluent ou si ça chute, auquel cas, ça peut être un annonciateur qu'il y a un problème. Voilà. Oui, en fait, elle avait vu les taux, mais elle avait dit que lundi, il fallait refaire Une deuxième prise une de sang. deuxième prise de sang pour voir voilà, si ça avait baissé. Et donc, si ça baisse, c'est pas bon signe. Donc, le lundi, je retourne au laboratoire. Là, je vais au laboratoire de ma commune. Et donc, on me fait la prise de sang et on me dit, là, il faut aller voir un gynéco pour lire le résultat. Donc, je vais par hasard voir une sage-femme qui était sur Savannah. Je prends un rendez-vous avec elle parce que j'avais pas envie de retourner jusqu'à la clinique. J'étais assez pressée de savoir si ça allait ou si c'était pas bon. Donc je vais vite, je toque à la porte de cette sage-femme et voilà, je lui explique, je lui demande si je peux vite passer avec elle, juste pour qu'elle lise les résultats. Donc elle me dit oui, bien sûr, pas de souci. Elle était juste formidable, très bienveillante. Et donc là, elle lit et elle m'annonce, elle me dit, je suis vraiment désolée, mais en effet, tu es en train de perdre le bébé. Et après, elle m'a dit, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que tu es en train de l'évacuer toute seule. Donc normalement, tu n'auras pas besoin de faire de curetage ou quoi que ce soit. Donc voilà, je rentre chez moi, elle me dit, tu vas sentir à un moment quelque chose qui va tomber et voilà. Donc en effet,
Euh, dans l'après-midi, en fait, le fœtus, il tombe. Je crois qu'à ce stade-là, c'est même un embryon. Oui, Mais bon, l'embryon. peu importe. L'embryon, Si t'as envie de dire... pardon. Enfin, tu vois, en fait, c'est très personnel aussi à partir du moment quand est-ce que les gens considèrent que c'est un bébé, tu vois. Oui, Si à partir du moment pour toi où il y a quelque chose qui grandit en toi, bah, c'est un bébé. bah en fait, C'est un bébé, c'est quoi. vrai que j'ai toujours eu du mal à dire embryon, fœtus, parce que Bien bah, pour sûr. moi, ça, c'est un bébé au final. Et bah, Donc, c'est un bébé. mais, mais oui, bah oui, à ce stade-là, c'était un embryon. Donc l'embryon, il tombe et là, par contre, je l'ai enterré. J'ai choisi de l'enterrer. Et avec mon chéri, on l'a enterré, on a planté un arbre à cet endroit-là. Et bah, ça nous a vraiment aidé à mieux faire le deuil de celui-ci. Bien sûr. Après, la grossesse, elle n'était pas à un stade super avancé, donc ça a été aussi moins dur cette fois-ci. Voilà. Donc après ça, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, mais Ça fait beaucoup. ça fait beaucoup et peut-être que je suis pas faite pour être maman, en fait. Sur le coup, je me suis dit, peut-être c'est un signe qu'on m'envoie que je peux pas, peut-être je peux pas avoir d'enfant ou je suis pas faite pour ça. Et est-ce que là, on t'avait déjà donné les résultats de la myosynthèse de ton premier bébé? Oui, alors oui, j'ai oublié d'en parler, mais oui, quelques mois après avoir interrompu ma grossesse, la première grossesse, oui, la gynéco, elle m'a rappelé en fait. Elle m'a rappelé et elle m'a dit, on a eu les résultats de ton amyosynthèse et bah, c'était un problème sur le chromosome 9. Elle me dit juste ça. Je dis ok, d'accord. Et puis bah, je lui demande, mais est-ce que c'est dans nos gènes? Ou elle dit non, pas forcément. Ça peut arriver comme ça. C'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément porteur d'un problème sur ce gène-là, sur ce chromosome. C'est pas forcément génétique, ça peut Voilà, être juste parce que c'est comme ça et que, c'est entre ça. guillemets, ben, c'est tombé sur vous et Oui, la faute a pas de chance, comme on dit, quoi. elle me dit ça, ouais. Mm. Et elle me demande, t'as une autre question? Alors je lui demande, bah oui, est-ce que je peux savoir si c'était une fille ou un garçon? Elle me dit, c'était un garçon. Je dis d'accord. Bon, bah c'est tout ce que je voulais savoir. Parce que comme j'avais pas eu le corps, j'avais au moins besoin de savoir si c'était une fille ou un garçon. Donc voilà. Et donc pour la deuxième grossesse, bah là par contre, j'ai pas pu savoir si c'était une fille ou un garçon. C'était un stade trop, enfin c'était pas assez avancé pour savoir. Et donc voilà, bon bah avec mon chéri, je lui dis bah peut-être que bon bah on n'est pas fait pour être parents ou du moins pas pour maintenant. Donc puis bon après c'était pas, je voulais pas à tout prix être maman. Donc j'ai laissé passer le temps, j'avais aussi besoin de digérer tout ça. Et 3 ans s'est écoulé. Et là, bon, avec mon chéri, ça y est, on se dit que là, on veut un bébé. Là, on décide vraiment qu'on veut un bébé. Donc voilà, on met le projet bébé en route. Et ça, c'était en 2022. Donc 3 ans après la deuxième... Enfin, ta fausse couche, pas ma fausse ta couche, deuxième grossesse. mais ma fausse couche. Et bah, j'apprends que je suis enceinte. Donc en 2022, j'apprends que je suis vers le mois de mai. J'apprends que je suis enceinte. Et bah, du coup, voilà, je prends rendez-vous pour l'échographie de datation. Bon, bah, bien sûr, hein, à chaque rendez-vous, j'étais complètement tétanisée. J'avais peur. Pour moi, j'allais forcément perdre encore une fois le bébé, même si bah, je savais qu'il fallait être positive. Tout le monde me disait d'être positive, mais bon, il y a toujours une petite voix dans ta tête qui te dit ça va bien se passer. Donc, Bah, voilà. c'est-à-dire qu'avec un parcours compliqué en amont, c'est difficile d'être sereine, en fait. Oui. C'est dans l'idée... Enfin, moi, j'ai un parcours compliqué aussi, donc dans l'idée, tu as envie de te Mhm. dire, c'est bon, j'ai envie d'être sur mon petit nuage. Et en fait, c'est très, très dur, Ouais, quoi. oui, c'est Mm. ça. À chaque fois que oui, j'essayais d'être bien, il y a tout qui me ramenait à bah, ce qui s'était passé avant. Et bon, voilà, je psychotais, hein, j'allais aux toilettes toutes les 5 minutes, regarder si je perdais pas du sang, parce que bah, avec la fausse couche où j'avais perdu une bonne quantité de sang, voilà, j'avais peur. Et bon, au final,
Voilà, ça s'est passé. Première échographie où on a vu le bébé. Je crois que c'est l'échographie que j'ai le plus redoutée, celle des 3 mois. Parce que la première fois, on m'avait dit t'inquiète pas, à partir de ce moment-là, tu peux être sereine. Et moi, j'étais pas du tout sereine à ce moment-là. Et en fait, ma sage-femme, c'est la sage-femme qui m'avait annoncé que j'avais perdu, que j'étais en Pour train de ta fausse perdre couche. le bébé pour la fausse couche. Donc j'avais voulu retourner avec elle et elle avait bien voulu me suivre parce qu'elle avait déjà beaucoup de patients, donc c'était assez rare qu'elle puisse prendre des patients en plus que ceux qu'elle avait déjà. Mais elle avait accepté de me prendre et voilà, et elle m'a rassurée, elle m'a fait faire des examens en plus aussi, comme elle savait ce que j'avais déjà vécu auparavant. Donc elle m'a dit pour toi, on va faire examen plus pour te rassurer au maximum. Franchement, elle a été adorable. Et donc voilà, on a vraiment suivi ma grossesse tous les mois. Tout se passait bien. Bébé se développait super bien. Et donc voilà, j'ai arrêté de stresser, on va dire, vers le 7e mois. À partir de là, on a commencé avec mon chéri à acheter des choses parce qu'avant ça je voulais pas, je disais non non ça va nous porter malheur. J'avais trop peur, donc je me disais non on va attendre, voilà, je me suis dit à 6 mois bon, s'il naît il y a quand même plus de chances qu'il survive, donc voilà. Donc tout se passait bien et arrivé au 8e mois de grossesse. En fait, quand tu es suivi par une sage-femme, il faut que, avant d'accoucher, donc au 8e mois, tu vois un gynéco quand même. Donc, elle me dirige vers un gynéco. Donc, on va au rendez-vous et là, il me dit, oh, voilà, je vais simplement faire une petite échographie et il me demande, est-ce que vous avez des antécédents? Alors, je lui dis oui, je lui explique pour mes 2 grossesses d'avant, voilà. Et là, il me dit, mais comment ça, vous me dites que que pour votre première grossesse, il y a eu un problème sur le chromosome 9. Puis je lui dis oui, mais vous en savez pas plus? J'ai dit, bah non, moi, on m'en a pas dit plus. J'ai pas eu de dossier, on m'a rien transmis après tout ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Puis il me dit d'accord. Puis je dis pourquoi, il y a quelque chose qui va pas? Il dit non, 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 je vous pose juste la question comme ça. Donc il regarde, il me dit non, mais là tout va bien, tout est normal, c'est bon. Voilà. Donc on rentre à la maison et peut-être quelques jours plus tard, ma sage-femme m'appelle. Que je trouve bizarre parce que elle était en vacances. Je savais qu'elle était en vacances. D'ailleurs, j'avais sa remplaçante en attendant pour faire mes échographies. Et, elle m'appelle et elle me dit Vicky, je suis désolée de t'appeler, mais là en fait j'ai eu un mail du gynéco que tu as vu. Et en fait, il a trouvé ça bizarre que tu lui dises qu'il y avait un problème sur le chromosome 9 pour ta première grossesse, pour le premier bébé. Et du coup, il a fait des recherches au Medipol. Il a demandé ton dossier, en fait. Je fais ah, d'accord. Elle me dit, mais en fait, elle me dit, en fait, ma chérie, enfin, pardon de te parler de ça, mais je suis obligée quand même. Enfin, ça te concerne, c'est important. En fait, ton premier bébé, il avait une trisomie 9 en mosaïque. Et là, je fais quoi? Alors moi, j'entends juste trisomie 9 en mosaïque. Donc je me mets à paniquer. Je fais quoi? Mais comment ça? Mais c'est quoi? Donc elle m'explique en fait ce qu'est la trisomie 9 en mosaïque. Donc voilà, c'est un problème en effet sur le chromosome 9. Et ça fait que oui, le bébé, il a une malformation, mais que du coup, c'est rare qu'on puisse accoucher d'un bébé qui souffre de ça. La plupart du temps, le bébé il meurt à la naissance, mais il est arrivé que certaines personnes arrivent à mener la grossesse à terme et que le bébé vit en fait. Mais après, c'est un suivi assez lourd. L'enfant grandit sous machine. Enfin, il n'est pas du tout autonome, c'est assez horrible. Après, j'avais fait des recherches un peu sur ça, parce que ça me perturbait un peu l'esprit. Mais elle m'annonce ça. Et je lui dis, mais c'est grave en fait. Puis elle me dit, écoute, je veux pas que tu paniques.
moi, je t'ai appelé parce que je me devais de te le dire, mais tu paniques pas, tout se passe bien, on t'a suivi comme il fallait, on a fait des examens en plus, ton bébé va bien, le gynéco que tu as vu, pareil, il dit la même chose que moi, que tout va bien. Donc tu ne paniques pas, il te reste un mois à tenir. Sur le coup, je me dis, oui, bah, panique pas, mais si, je panique un peu quand même. C'était un choc d'apprendre ça à 8 mois de grossesse. Puis forcément, que j'avais des questions. Bah, est-ce que c'est génétique? Est-ce que ça peut se reproduire? Donc ça reste comme ça. Mais Et tu étais quand même rassurée pour le bébé que tu portais. j'étais rassurée, mais ça m'a quand même un peu... Bah, c'est-à-dire que c'est peut-être pas des résultats que. Enfin, c'est peut-être pas des annonces que tu aurais eu envie d'avoir comme ça en toute fin de Voilà, grossesse. c'est ça. Ouais, j'aurais préféré apprendre ça après, une fois que bébé était né, mais Oui, après, j'imagine que ton esprit cartésien te disait aussi que ben, si ta petite fille elle avait dû avoir quelque chose, peut-être que les médecins l'auraient vu avant. oui, oui, oui. Pour ta première grossesse, les médecins l'avaient vu dès le début, Oui, c'est ça. entre guillemets, dès le début, mais assez tôt dans la grossesse. Oui, puis c'est vrai que je me disais, bon, on a quand même fait des examens en plus, voilà, il faut que je reste positive. Et bon, bah après, en plus, j'en avais parlé à ma mère. Ma mère, pareil, elle me disait, mais arrête, mais stresse pas, sois positive, c'est bon, ton bébé il va bien, ça va bien se passer cette fois. Enfin voilà, et bah, mon chéri aussi, il me rassurait, il me disait, non, non, mais là, ça va aller, c'est bon, bébé, ça va aller jusqu'au bout. Donc voilà, j'essaye de mettre ça dans un coin de ma tête et de plus trop y penser jusqu'à la fin de ma grossesse. Donc ensuite, bah, arrive le jour où bah, ça y est, je perds les os. Donc on fonce à la clinique Magnin. Et bah voilà, nous on est un peu des Speedy Gonzales, j'ai envie de dire, dans la famille. Donc j'accouche de ma fille en 5 heures. Voilà, sans péridurale, parce que j'avais choisi un accouchement sans péridurale. En fait, je pense que j'avais envie aussi, peut-être par rapport à ce qui s'était passé avant, de tout ressentir. Je crois que là, j'avais besoin, en fait, de... Je sais pas comment expliquer, mais j'avais besoin que cette grossesse, je la vive En vraiment, conscience. voilà, en conscience, pleinement, avec les douleurs s'il fallait. Puis je me disais, de toute façon, j'ai déjà vécu ces douleurs-là avant, donc là, je vais les revivre, mais ça sera vraiment pour une bonne cause, puisque là, cette fois-ci, normalement, j'aurai mon bébé dans les bras. Donc voilà, pas de péridurale, donc je souffrais, j'avais super mal. Mais voilà, j'ai essayé d'appliquer au mieux ce que ma sage-femme m'avait enseigné. Voilà, les exercices à faire. Mon chéri, il a été incroyable. Il a tout fait avec moi de A à Z. Il m'a soutenu, m'a tenu la main. Voilà, il a été vraiment d'un grand soutien. Donc, en 5 heures, j'accouche de ma fille. Et tout allait bien. Elle était en pleine forme. Donc, quand ils l'ont mis dans mes bras, bah, forcément que Mm. j'ai pleuré. J'ai pleuré, mais je pense de soulagement aussi. Parce qu'on se dit, ça y est, enfin, tout s'est bien passé. Bébé va bien, surtout, bébé va bien, quoi. Bébé est là. Et voilà, on était trop heureux. Donc, on a vraiment pris le temps. Le temps de... je faisais que de la regarder, en fait. Je l'ai admirée pendant, pendant des heures. Je crois que le temps s'était arrêté à ce moment-là. Donc après tout ça, tu as eu quand même tu sais, un bel accouchement et Oui. la rencontre Ah magique, oui, quoi. magnifique. Et d'ailleurs, on a tellement aimé ce moment qu'on a décidé de remettre ça. Donc, 5 mois après ma première fille, je retombe enceinte. Je retombe enceinte et Mais planifié. planifié, encore une fois. Oui, c'était pas un retour de couche ou... Non, Mm. non. C'était planifié. On a tellement vécu ça, je pense, intensément, qu'on a voulu tout de suite un deuxième bébé. Donc, je retombe enceinte. On annonce la nouvelle au bout de 3 mois, parce que pareil, on voulait être sûr que voilà, c'est bon, que bébé était bien accroché, que tout se passait bien. Donc voilà, au bout de 3 mois, on annonce que bébé est là, que ça va. Donc tout le monde nous dit quoi, mais t'as fait un retour de couche? Non, 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 c'était voulu. Alors tout le monde me dit, mais t'es folle! C'est pas grave, je suis folle, j'assume, je suis contente.
Et, T'as bien raison. et voilà, encore une fois, ma sage-femme, elle a suivi la grossesse. Donc, elle m'a dit, ben voilà, on va suivre plus, plus, plus. Donc, tout se passait bien. Et c'est vrai que cette fois-ci, j'étais beaucoup moins inquiète. Parce que je pense que le fait d'avoir déjà un bébé à la maison, ça m'a trop occupé l'esprit en fait. J'avais pas le temps de me dire est-ce que ça va bien se passer ou pas. Non, je devais déjà Mm. m'occuper pleinement du premier bébé. Donc là, C'est non, vrai. Il y a ça moins de va. temps pour réfléchir. Voilà, pas Mais le temps de aussi, réfléchir. peut-être aussi, j'imagine que c'est peut-être aussi parce que tu as vu que c'était possible. Oui, aussi. Tu vois, tu as eu 2 grossesses où, bah, finalement, il y a eu des diagnostics compliqués, ça s'est pas bien passé. Tu as eu 2 fois des Mhm. grossesses où tu n'as pas pu accueillir un bébé vivant, en bonne santé C'est dans tes ça. bras. Et là, la troisième, tu avais réussi. Oui. Tu vois. Donc, Ouais. est-ce que ça t'a pas aussi un peu changé le truc Si. de se dire, c'est aussi possible pour moi? Oui. J'avais toujours cette peur au fond de Bien moi, sûr. normal, mais j'avais aussi ma première fille qui me rassurait, quoi. Le fait, oui, de voir que, comme tu dis, que c'était possible. Oui, ça m'a beaucoup aidée. Donc voilà, deuxième grossesse qui s'est bien passée et j'en garde de magnifiques souvenirs parce que même si c'est vrai que c'est pas évident, quand t'as un énorme ventre et tu dois porter le premier bébé, voilà, des fois c'était pas facile, j'étais très fatiguée. Il y a eu des moments magiques, je me souviens mettre ma fille sur la table à langer pour la changer. Elle bougeait, elle tapait un peu dans mon ventre et j'avais l'autre à Ta sœur qui l'intérieur rendait les qui rendait les coups. C'était magnifique. Ou des fois, ma fille, qui était encore un petit bébé, qui venait, qui touchait mon ventre, comme pour dire bonjour bébé. Elle faisait des bisous sur mon ventre parce que je lui avais expliqué que il y allait avoir Mm. un autre bébé. Et Même si elle était toute petite. c'est même si elle était toute petite, elle comprenait. Hein. Et Mm. elle disait bébé, bébé. Ouais, c'était trop beau. Et voilà. Deuxième accouchement, pareil, encore une fois en mode Speedy Gonzalez parce qu'elle est arrivée en 3 heures. Voilà, 3 heures, pareil, pas de péridurale, j'en voulais pas encore une fois. Et là, ça a été beaucoup moins long. Elle est sortie, je me rappelle d'un trait. J'ai poussé 2 fois, elle est sortie. Elle n'avait pas rompu la poche des os comme la première. La sage-femme, à ce moment-là, elle m'a dit je vais peut-être percer la poche des os et normalement, elle devrait sortir. Parce que elle me voyait en souffrance, j'avais pas demandé la péridurale, j'avais super mal. Elle m'a dit je pense qu'à partir du moment où je vais la percer, ça y est, elle va sortir, elle va commencer à descendre. Et en effet, elle a percé la poche, 2 poussées, elle est sortie. Mon chéri, il a dit c'est déjà fini. Je dis, ouais, non, moi, ça me va comme ça. Juste que j'étais pas prêt. Et voilà. Du coup, une deuxième grossesse qui s'est super bien passée. Et la rencontre, parce que ma première fille, c'est ma belle-sœur qui l'a gardée à ce moment-là. Et mes beaux-parents, ils sont arrivés donc avec elle à la maternité. Et on l'a présentée à sa petite sœur. C'était trop beau. C'était magique, en fait. D'avoir 2 bébés à ce moment-là. Tout de suite, elle a voulu mettre sa sœur sur elle, donc on lui a mis dessus. Alors qu'elle était toute petite, elle avait 14 mois, quoi. Et À peine 8 kilos de plus que la petite c'est sœur. ça. Et elle lui a fait un bisou, elle souriait, elle a compris que voilà, c'était un membre de plus dans la famille. Et voilà, C'était parti. c'était parti. Ça y est. Et depuis, une vie à 4 très très vite. Et voilà, on est super contents de nos petites princesses, quoi. Mm. Et est-ce que vous comptez agrandir la famille ou vous vous sentez au complet à 4? Alors, mon chéri, il aimerait un 3e, parce que lui, il aimerait bien un garçon. Mais bon, j'ai dit, on va voir, on va se donner le temps, parce qu'on a été très très vite au début, et on va prendre le temps. D'ailleurs, je vais revenir dessus aussi, j'ai vu un généticien, parce qu'en fait, on n'a pas de généticien en Nouvelle-Calédonie, et il y en a un qui est venu, qui vient des fois au Medipôle. Donc, j'ai ma sage-femme qui m'avait contactée et qui m'avait dit oui, il y a un généticien qui vient cette année en Nouvelle-Calédonie. Donc, est-ce que tu veux le rencontrer pour poser des questions par rapport à ce qui s'était passé pour ta première grossesse?
Donc moi, j'avais dit oui. J'avais déjà mes 2 filles, hein, elles étaient nées, donc je les rencontrais un peu après la naissance de ma deuxième fille. Et du coup, on a demandé un rendez-vous avec lui, on a été le voir et en fait, il nous a expliqué que c'est des choses qui arrivaient. La trisomie 9 en mosaïque, c'est quelque chose qui pouvait arriver comme ça, que c'était pas forcément génétique. En fait, c'est lors de la formation des cellules. En fait, il y a eu pendant la division cellulaire, il y a eu un couac et c'est comme ça que c'est arrivé. Mais il m'a dit qu'il y avait une chance sur 1000 que ça réarrive, quoi. Hein. C'était quasiment impossible. Donc voilà, ça m'a quand même beaucoup rassurée. Bah ouais. Même si tu avais du voilà. coup déjà tes 2 enfants Oui, avec toi. ouais. C'est-à-dire que pour une potentielle future grossesse, t'as un point en moins, quoi. Ouais, j'ai un poids en moins et puis aussi en fait on m'avait déjà demandé avant si je voulais faire plus d'examens que ça, mais je voulais pas parce que j'avais pas envie si jamais j'apprenais que c'était génétique, j'avais pas envie que ça me bloque en fait. Mhm. Donc j'avais choisi de pas faire plus d'examens que ça et d'oser de tomber enceinte et de pas penser au mauvais, quoi. Donc, après avoir eu mes 2 filles, c'est là que, oui, j'ai voulu rencontrer ce généticien parce que je me suis dit, je me dois de le faire aussi pour elle. Parce que si jamais il s'avère que c'est génétique, Ah oui. il faut qu'elle soit au courant, elle aussi, un jour, si jamais elle veut fonder une famille à l'avenir, quoi. Mm. Donc, c'est pour ça qu'après, on a décidé de rencontrer ce généticien et il m'a vraiment rassurée. Voilà. Eh bien. Déjà, je te remercie d'être venu nous raconter tout ça parce que c'est pas forcément facile de venir parler de choses qui nous ont traumatisés, de grossesses qui ont été compliquées. Donc, je te remercie pour ça. Et puis, est-ce que tu veux laisser en fin d'épisode un petit mot pour tes petites filles et même aussi peut-être pour tes bébés qui sont plus là, c'est comme tu veux. Enfin, pour ta famille, quoi. Tu vois, on propose souvent aux invités de laisser un petit mot à la fin. D'accord. Alors déjà, d'abord, je tiens à vous remercier de faire cette émission. Merci. Parce que c'est vrai que moi, avant, c'est pas quelque chose dont je parlais, de ce qui m'est arrivé. Et depuis que j'écoute en fait vos podcasts, ça me fait du bien. Je me rends compte que on est plusieurs femmes à vivre des choses pas faciles. Et qu'on parlait en fait, c'est être moins seul. On se dit, ça n'arrive pas qu'à nous. Et malheureusement, on est plusieurs à vivre des choses pas faciles, mais ça fait du bien en fait d'en parler. Et je crois que c'est la première fois où j'en parle vraiment. Et merci pour ça. Merci de me faire pleurer. Et ça fait du bien d'en parler parce que je pense que j'ai pas envie de dire que je tourne une page parce que ça reste quelque chose. Ça fait partie de moi, hein. Cette histoire, elle fait partie de moi. Et puis si c'est arrivé, c'est pas pour rien, je pense. C'est comme ça, je devais vivre ça. Ça m'a fait grandir. Je suis contente aujourd'hui d'en parler sans problème. Mm. Et oui, je vais laisser un petit mot à mes filles. Là, je vais pleurer. Je veux juste leur dire que ce sont les soleils de ma vie. Et voilà, je suis vraiment fière qu'elles m'aient choisie comme maman. Et que je ferai toujours tout pour elles. Leur papa et moi, on fera toujours tout pour elles. Et voilà. Tout le monde pleure. Merci. Mais merci à toi pour ce beau témoignage et merci à vous qui nous avez écoutés. Tata bis, tata.